Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Revers historique pour l'ANC en Afrique du Sud. Pour la première fois en 30 ans, le parti au pouvoir a perdu sa majorité absolue au Parlement à l'issue des élections générales du 29 mai. Il lui faudra donc composer avec une coalition pour gouverner. Les centres de santé marocains pour les soins sont de plus en plus prisés par les étrangers. Le tourisme médical est devenu un important levier économique. Cette niche prometteuse pourrait bien relancer le secteur du tourisme marocain, durement touché par la pandémie de Covid-19. Et nous irons à la rencontre de Issa Nareb Amang, un jeune golfeur camerounais qui a su atteindre le sommet malgré d'énormes difficultés. Amputé des 2 jambes en 2018, il est aujourd'hui classé numéro 9 mondial dans le paragolf, portrait à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reconduit ce lundi 3 juin le Premier ministre Moustapha Madbouli dans ses fonctions pour former un nouveau gouvernement. Pour rappel, le chef de la primature, nommé pour la première fois à ce poste en 2018, avait, comme le veut la coutume à chaque début de mandat présidentiel, présenté sa démission et celle de son gouvernement. 2 mois après la prestation de serment d'Abdel Fattah al-Sisi, réélu en décembre 2023 pour un 3e mandat. Vainqueur, mais seulement d'une courte tête en Afrique du Sud, l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, a remporté les élections générales du 29 mai avec 40,18% des suffrages. La majorité absolue au Parlement a donc été perdue pour la première fois en 30 ans, ce qui révèle le malaise socio-économique grandissant au sein de la population. Un gouvernement de coalition sera nécessaire pour gouverner. Les précisions de Nathalie Moreau. Les résultats des élections régionales et législatives, publiés le 2 juin 2024 par la Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud, l'IEC, donnent vainqueur le Congrès national africain, l'ANC. Selon les chiffres de l'organe électoral, l'ANC a obtenu 40,18% des suffrages valablement exprimés. Le parti au pouvoir, ayant remporté 159 sièges sur 400 à l'Assemblée nationale, a perdu son hégémonie au sein de la Chambre parlementaire pour la première fois depuis 1994. Malgré tout, l'IEC et le président Cyril Ramaphosa ont salué l'expression d'une démocratie solide. By going to vote, the people of South Africa En allant voter, le peuple sud-africain a assumé la responsabilité non seulement de son avenir et celui des familles, mais aussi celui du pays tout entier. Par leur vote, ils ont démontré clairement que notre démocratie est forte, robuste et durable. 30 ans après son instauration, notre démocratie montre sa résilience. Le taux de participation aux élections sud-africaines du 29 mai 2024 a atteint 58,64%, soit 16,2 millions de votants sur 27,79 millions d'électeurs. Un indicateur en baisse par rapport à 66,05% enregistré lors des élections générales de 2019. De l'avis des experts, la perte de l'engouement des populations pour les échéances électorales est révélatrice du malaise économique et social ambiant en Afrique du Sud, où le nombre de personnes sans emploi est passé de 330 000 à 8,2 millions en un an. Following these unprecedented election results, Suite aux résultats de ces élections sans précédent, je tiens à vous rassurer. Moi aussi, je suis père de 3 jeunes filles. Et comme des millions de Sud-Africains, je ne veux pas qu'elles grandissent dans un pays dirigé par un parti comme le MK, qui veut abolir la Constitution, qui veut renverser le système judiciaire, envisage d'exproprier les propriétaires privés et nationaliser la Banque centrale. Dépourvu de la majorité absolue, au Parlement, l'ANC se prépare à former un gouvernement de coalition. Malgré le revers électoral, le président Cyril Ramaphosa n'a pas l'intention de démissionner de son poste de leader de l'ANC. De son côté, le parti d'opposition Alliance démocratique, arrivé 2e au scrutin avec près de 22% des votes, se projette dans la phase post-électorale et compte barrer la route à une alliance entre l'ANC, les partis MK de Jacob Zuma et UFF de Julius Malema.
L'ultime adieu à l'ancien président Henri Konan Bédié s'est déroulé le 1er juin en Côte d'Ivoire. L'ex-chef de l'État, décédé en août 2023 à l'âge de 89 ans, a été inhumé dans son village natal à Pépressou avec les honneurs nationaux, traditionnels et religieux. Cette étape marquait la fin des célébrations de ses obsèques qui ont duré 2 semaines. Plus de détails avec Marie-Roger Kouaou. La Côte d'Ivoire a fait ses derniers adieux à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. L'ex-chef d'État a été inhumé le 1er juin 2024 à Pépressou, son village natal, dans la pure tradition à Caen. Le peuple ivoirien s'est réuni pour honorer la mémoire de celui qui fut à la tête du vieux parti, le PDCI-RDA. Une messe de requiem a été faite à la chapelle du dit village pour le repos de son âme. Nous savons combien votre cœur est dévasté par le départ brusque, sans retour, de celui avec qui vous avez partagé la plus grande partie de votre existence. Les douleurs légères s'expriment, les grandes douleurs sont muettes. Cette maxime, vous l'expérimentez actuellement et nous vous assurons de notre soutien, de notre sympathie et de nos prières. La classe politique ivoirienne dans son ensemble était présente à cet ultime hommage rendu à feu Henri Konan Bédié. Des mots de réconfort ont été adressés à la veuve du défunt président. La grande famille du défunt, à travers son porte-parole, exprime son empathie face aux nombreux soutiens reçus. La grande famille Bédié, la famille Kwazan et les familles alliées voudraient exprimer à travers vous leur profonde gratitude à l'endroit de son Excellence le Président de la République, qui n'a cessé de manifester à notre endroit sa compassion depuis que le président aimé Henri Konan Bédié s'est endormi dans la paix du Seigneur. Votre présence ce jour est d'un grand réconfort pour Madame Henriette Konan Bédié. Né en 1934 à Dadiékro, dans le centre-est ivoirien, feu Henri Konan Bédié a été le 2e président de la République de Côte d'Ivoire de décembre 1993 à décembre 1999. Il a été auparavant ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, ministre de l'économie, président de l'Assemblée nationale. La transition énergétique vers les énergies renouvelables est entamée au Mali, pays en proie à une crise énergétique. Le président Assimi Goïta a procédé le 1er juin au lancement des travaux d'une nouvelle centrale à Tiakadougou-Dialakoro. Il s'agit de la 3e centrale après celle de Sanankoroba et Safo lancée les 24 et 28 mai. Le point avec Esther Conan. La production électrique malienne provient à 70% du thermique, ce qui est extrêmement coûteux et pèse fortement sur l'équilibre financier de la société Énergie du Mali. Afin de résoudre cette crise énergétique que traverse le pays, le président de la transition, Assimi Goïta, a procédé le 1er juin 2024 au lancement des travaux de construction d'une 3e centrale solaire à Tiakadougou, Dialakoro, après celle de Sanankoroba et Safo. Le coût des travaux est estimé à 50 milliards de francs CFA par centrale pour une capacité totale de 400 MW crête. La centrale de Tiakadougou va compléter celle de Safo et de Sanankoroba, soit au total 400 MW crête. Ces capacités de 400 MW crête vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. La nouvelle centrale qui sera installée sur 120 hectares devrait permettre au pays d'Afrique d'augmenter son offre d'énergie, réduire les coûts de production et créer environ 200 emplois par an. En termes d'employabilité, ces 3 centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Issu de la coopération dynamique avec la Chine et les Émirats arabes, ce projet répond à la vision de transformation du système énergétique national pour privilégier les énergies renouvelables et renforcer la souveraineté énergétique du pays d'Afrique de l'Ouest.
Activités de bien-être, traitement hospitalier, opérations chirurgicales, le Maroc se fait un nom parmi les grandes destinations internationales choisies pour le tourisme médical. Ce secteur est devenu un important levier économique pour le royaume et le budget de santé en hausse de 9% dans le projet de loi de finances 2024 devrait favoriser cette tendance. Les explications de Marie-Roger Kouaou. En Afrique, le Maroc se positionne comme une destination de choix pour les patients internationaux cherchant des soins médicaux de qualité tout en profitant de son patrimoine culturel et de ses paysages. Avec son système de santé qui se positionne à la 7e place en Afrique, l'expertise médicale marocaine qui n'est plus à contester pour ses patients étrangers qui joignent l'utile à l'agréable connaît une grande ascension. Les domaines les plus prisés sont notamment la dentisterie et l'esthétique. Nous avons des médecins dentistes très compétents dans la matière et qui prodiguent des soins de très haut niveau, chose qu'ils ne trouveront peut-être pas dans leur pays ou qui trouveront la même qualité mais avec un prix moindre ici au Maroc. Le tourisme médical, éprouvé par la crise sanitaire, retrouve de plus en plus sa place. Cette niche prometteuse pourrait bien relancer un secteur qui a été durement touché. Selon le ministère marocain du tourisme et de l'artisanat, le pays d'Afrique a accueilli en 2023 un nombre record de 14,5 millions de touristes, ce qui représente une progression remarquable de 34% par rapport à l'année 2022. Des Marocains, des étrangers, beaucoup plus de personnes qui viennent de l'étranger à Marrakech. Bon, Marrakech, pourquoi Marrakech? Marrakech, c'est une des destinations internationales touristiques, c'est une ville touristique, et on essaie d'allier le tourisme à la médecine esthétique. Le Maroc vient en 31e position des meilleures destinations du tourisme médical au monde, avec un score de 59,77%. Avec sa position stratégique à la porte de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne, le pays d'Afrique du Nord dispose d'atouts incontournables pour promouvoir davantage ce secteur. À noter que le tourisme est un secteur clé de l'économie marocaine avec une représentation de 7% du PIB. Également dans l'actualité, la Tunisienne Ons Jabeur poursuit son parcours à Roland-Garros. Le tournoi de tennis annuel sur terre battue qui se joue actuellement à Paris. La numéro 9 mondiale au classement WTA a remporté sans difficulté son match en 8e de finale 6-4, 6-4 ce dimanche de juin contre la Danoise Clara Tauson, 72e mondiale. Prochaine étape, les quarts de finale ce mardi 4 juin. Contre l'américaine Coco Gauff, numéro 3 mondiale. Écoutons Ons Jabeur qui s'est exprimé après sa victoire ce dimanche. Honnêtement, je pense physiquement, je suis beaucoup mieux maintenant. J'ai eu le temps de préparer plus. L'année dernière, j'ai eu une blessure, donc c'était un peu court. Je pensais pas que je serais prête pour Roland, honnêtement. Mais voilà, cette année, je pense que j'ai envie de jouer, j'ai beaucoup de volonté, je suis là, je sais quoi faire exactement et je pense côté maturité, je suis plus mature que l'année dernière et voilà, je vais approcher cette quart de finale différemment parce que je vais apprendre de ce que j'ai fait l'année dernière. À Paris, je pense qu'il y a une grosse communauté tunisienne, ça m'aide évidemment d'être ici, je me sens vraiment chez moi, même dans les rues, je rencontre beaucoup de Tunisiens. Et je pense que ça m'aide beaucoup. J'aurais aimé qu'ils aient plus d'accès au Philippe Chatrier, évidemment. Et voilà, peut-être porte ouverte que pour les Tunisiens, pour les quarts de finale. Son histoire est une leçon de résilience et de persévérance. Izan Lareb Amang est un golfeur camerounais au parcours atypique. Alors qu'il débutait sa carrière, ce jeune joueur africain a été amputé des 2 jambes en 2018 après avoir été infecté par un virus. Mais les difficultés ne l'ont pas terrassé. Il est aujourd'hui classé numéro 9 dans le paragolf, le golf traditionnel adapté aux personnes en situation de handicap. Son portrait à découvrir avec Séverin Douque. Très peu de personnes dans son entourage auraient parié qu'il atteindrait le niveau où il se situe aujourd'hui. Issa Lareb, 33 ans, est un professionnel de golf en 3e division européenne. Il est notamment le numéro 9 mondial dans le paragolf. Inconditionnel de golf, c'est sa passion pour ce sport aux côtés duquel il a grandi au Golf Club de Yaoundé au Cameroun qui l'aura porté à cette cime. Champion du Cameroun de golf 3 années consécutives, de 2015 à 2017, il voit sa vie basculer du jour au lendemain des suites d'une maladie rare qui lui cause l'amputation de ses jambes et ses doigts. Mais Issa n'a jamais abandonné, au contraire, il s'est donné 2 fois plus
tant en joueur qu'en encadreur. Le 9 février 2018 en Égypte, où j'allais participer à un tournoi de la 3e division européenne, j'ai eu une méningite bactérienne suivie d'un choc septique qui m'a causé l'amputation de tous mes extrémités. Ça a été difficile, mais j'ai décidé de reprendre le golf parce que j'étais leur coach pendant ma maladie où je ne portais pas de prothèse. J'étais leur coach, donc je les ai accompagnés. Et là, j'ai repris le golf. Et quand j'ai repris le golf, je les ai encore plus boostés parce qu'ils ont dit « Issa n'a pas de pied, il n'a pas de main, il joue mieux que nous, c'est pas possible. On doit le battre, on doit aller, on doit faire mieux que lui. » Issa Lareb Amang se veut un véritable ambassadeur et acteur en faveur de la promotion du golf dans le monde et en Afrique en particulier. Enseignant de golf en Europe, il milite en faveur de l'inscription de la discipline sportive dans les programmes scolaires africains et autres activités post-périscolaires pour stimuler le développement du golf sur le continent et favoriser la promotion de sa pratique. Ici en Afrique, il n'est pas développé, il n'est pas encore développé, mais je peux vous dire que, de mon avis, c'est déjà dans les écoles publiques, dans les écoles primaires, c'est dans les quartiers riverains du Golfe, parce que l'accès est facile. Et aussi, il faut dire que le gouvernement n'a pas aidé depuis la nuit des temps dans la démocratisation de ce sport parce que c'est toujours resté un sport fermé, un sport réservé pour des personnes riches. Sensibilisons les écoles, accompagnons les populations riveraines de ce sport parce que ce n'est plus un sport réservé. Ce n'est pas un sport réservé. Tout le monde peut le faire. Issa Lareb est un exemple de ténacité face à l'épreuve. Malgré les péripéties que la vie lui a opposées, dont une enfance d'orphelin et un lourd handicap, il est revenu à un niveau exceptionnel et vise les Jeux paralympiques. Il a été du périple du relais de la flamme olympique des JO de Paris le 2 juin 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.